ce travail un peu trop stressé. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par la Fédération Santé Sociaux où nous avons souhaité porter au débat les travaux de jeunes cadres professionnels au niveau de leurs travaux de recherche. Moi je suis donc Guillaume Duic, je suis secrétaire fédéral et je serai accompagné pour l'animation de ce webinaire par mon collègue Norbert Marteau. D'abord nous souhaitons remercier le syndicat Interco de nous accueillir dans ses locaux pour la réalisation de ce webinaire. Alors les cadres, qu'ils soient médico-techniques, administratifs ou logistiques, ils sont des leviers indispensables de la mise en mouvement des établissements face aux défis de santé publique qui nous attendent. Cependant, on sait qu'aujourd'hui, ils sont pris dans la tension entre les aspirations individuelles des professionnels et l'intérêt collectif. Et ce sont bien eux qui affrontent en première ligne les conséquences de la crise d'attractivité de nos établissements de santé. Alors pour la CFDT, qui est le syndicat numéro 1 chez les cadres, leur expertise doit être écoutée et prise en considération dans la prise de décision qui impacte l'organisation du service. Il nous paraît primordial aujourd'hui donc de les préserver, de pouvoir essayer de comprendre les mécanismes qui impactent leur travail au service de la collectivité et des autres agents qu'ils ont sous leur encadrement. Pour évoquer ce sujet, nous avons donc 3 contributeurs. Nous aurons tout d'abord Sophie Arial, qui est cadre de santé en unité de soins, qui nous parlera de son travail de recherche qu'elle a réalisé lors de sa formation, autour du stress et management en santé, comprendre et évaluer et prévenir l'impact émotionnel d'une activité professionnelle en évolution. Puis la discussion se poursuivra avec Laurent Tertrais, qui est secrétaire national de la CFDT Cadre, qui lui apportera son éclairage sur les risques psychosociaux à la frontière de l'individu et de l'organisation du travail. Et enfin, donc, Sonia Testu, qui est secrétaire fédérale de la CFDT Santé Sociaux, en charge de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, ainsi que du handicap, apportera son éclairage sur les travaux de la fédération et les espaces de dialogue et de discussion. À la fin de ce webinaire, je vous présenterai également les 12 services proposés par la CFDT pour les cadres adhérents, mais l'ensemble de ces informations ainsi que le webinaire seront bien sûr disponibles directement sur le site de la CFDT Santé Sociaux. Et je vous invite déjà dès à présent, en vous connectant, à pouvoir poser vos questions dans l'espace de discussion prévu à cet effet. Et nous aurons un temps d'échange autour de vos questions, de vos interrogations, en tout cas de vos réactions autour de ce webinaire. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Sophie Arial. Je vous laisse nous présenter votre travail de recherche autour de stress et management en santé. Merci. Bonjour à tous. Moi je vais parler d'un travail de recherche que j'ai effectué en 2019 qui portait sur le stress des managers en santé. C'est une étude d'abord que j'ai réalisée d'une part j'ai cherché à objectiver le stress des managers, savoir si c'était un ressenti personnel ou si ça pouvait être objectivé d'une façon plus analytique, et puis chercher aussi les solutions dans la littérature qu'on pouvait proposer. Donc ce sujet, il n'aimerait pas le truc. Merci.
Donc ce sujet, j'avais envie de le traiter d'une part parce que j'avais des collègues autour de moi dans les réunions cadres que je trouvais en souffrance, même si c'était difficile pour eux quelquefois de l'avouer. Dans les réunions, clairement, ça transpirait pas l'épanouissement professionnel. Je trouvais que voilà, il y avait quand même un mal-être qu'on pouvait ressentir dans ces réunions. Et puis l'absence de cadre aussi, des collègues qui disparaissaient du jour au lendemain, qui étaient en arrêt maladie. Moi, sur 4 postes d'encadrement au départ, j'ai remplacé 2 personnes qui étaient en burn-out. Donc voilà, ça m'a quand même interpellée. Et puis moi, j'avais une situation, en tout cas sur les postes d'encadrement personnel, qui était compliquée, puisque j'avais 70 agents sur 8 sites géographiques différents, avec 10 professions différentes. Et j'avais l'impression de ne pas réussir, clairement je ne pouvais pas voir tout le monde, j'avais l'impression qu'il fallait que je me téléporte de partout. Il y avait des agents que je ne voyais pas des fois 3 semaines, plus d'1 mois, parce que j'arrivais pas à être sur tous les fronts. Voilà, et puis une situation aussi compliquée avec ma hiérarchie, avec un manque de communication. Les 2 premiers postes, que ce soit en faisant fonction ou en cadre, j'avais pas eu d'accompagnement. Et puis des conflits de valeurs aussi, et de gestion et de management avec des supérieurs hiérarchiques où j'avais l'impression qu'on ne parlait pas du tout le même langage. À tout ça s'ajoutait un isolement du fait de mon poste, parce que c'était un poste qui était différent d'un service de soins habituel, et du coup voilà, j'avais pas les mêmes problématiques que les autres cadres qui travaillaient sur le pôle ou sur l'établissement. Et voilà, donc j'avais en gros tous les facteurs de stress cumulés. Donc c'est pour ça que ce sujet me parlait et que j'avais envie de le traiter. Donc pour comprendre en fait quelle était, faire la part du vrai et du faux, on a d'abord fait un questionnaire. J'ai donc recueilli 360 questionnaires, il y en avait 331 qui étaient exploitables parce qu'ils avaient été remplis en totalité, et puis 10 entretiens réalisés avec des cadres sup, directeurs des soins. Voilà. Les 4 principaux facteurs de stress qui sont ressortis de cette étude et objectivés par ces questionnaires et ces entretiens, c'était d'une part un métier en évolution et des missions qui avaient changé par rapport à ce que la plupart des cadres avaient connu. D'une part par la multiplicité des tâches et l'accroissement des tâches administratives. Clairement, le cadre, les agents disaient toujours dans son bureau, mais en fait le cadre, c'est pas ce qu'il avait prévu le matin en se levant. C'était pas son objectif de rester dans son bureau à gérer des tâches administratives. Donc voilà, et puis des délais de gestion de plus en plus raccourcis, avec une gestion de l'absentéisme qui est grandissante. Alors en plus ça a explosé après avec le Covid, mais il y avait quand même une gestion de l'absentéisme qui était hyper stressante et phagocytante au niveau de la journée. Et puis, dans cette évolution, il y a aussi une diminution de la marge de manœuvre avec un délai en tout cas un circuit décisionnel qui est complexe et compliqué. Et difficile, que j'ai représenté, vous voyez à l'image, comme un jeu de loi où vous avez quelques crabes au passage et quelquefois vous croyez que vous êtes presque arrivé à bout des procédures pour arriver à faire un petit changement dans votre service ou dans votre organisation qui doit être validé par l'institution, et vous tombez sur un dinosaure qui vous fait recommencer à la case départ parce que les susceptibilités de chacun sont quelquefois complexes à appréhender. Donc voilà, un des facteurs aussi d'évolution, c'était une approche financière qui était entrée dans les soins, avec des informations qu'on n'a pas, une formation en tout cas qu'on n'a pas, et la compréhension en tout cas de cet effort qu'on nous demande au niveau financier, avec un manque de données qui nous permettent de nous approprier justement ces besoins. Voilà. Ensuite, dans les facteurs, il y avait donc un temps de travail qui était augmenté, largement augmenté, et donc pour 42% des répondants à plus de 45 heures par semaine.
Un sentiment de solitude qui était représenté, communiqué à plus de 50% aussi. Et puis des problèmes d'information récurrents et de communication avec clairement des infos où on est zappé, où il faut faire semblant de ne pas le prendre mal. Et tout ça, ça crée c'est donc une source de stress énorme. Donc voilà, ma question au départ c'était est-ce que c'est un sentiment isolé ou une vision globale et partagée. Je me suis aperçue dans les questionnaires que c'était partagé. Dans les études vraiment des sources de stress qui étaient les plus analysées dans la littérature, il y avait donc ce qui est ressorti, j'ai repris en fait les critères les plus souvent cités dans la littérature et j'ai demandé précisément aux personnes de répondre à ce questionnaire. Donc on avait quand même 62,5% des gens qui étaient atteints de troubles du sommeil et surtout 75% des répondants qui avaient des troubles articulaires, donc des douleurs articulaires. On connaît tous la position idéale qu'il faudrait avoir à son bureau, mais je pense que la position que vous voyez sur l'écran vous parle parce que c'est une position qu'on adopte en situation de stress avec la tête projetée en avant et les mâchoires bien serrées, la ride du lion avec... on a l'impression qu'on va traiter les sujets plus vite et de façon plus efficace en étant dans cette position parce qu'il faut aller vite, alors qu'en fait on se détruit les cervicales, le dos et qu'on crée des tensions musculaires partout. Ensuite, il y avait donc la prise de poids quand même qui a été relevée à 62,5%. Je pense aussi que ça vous parle les douceurs sucrées pour compenser la charge mentale et le stress accumulé. Donc prise de poids et les troubles de la concentration qui ressortaient aussi à 50%. Et enfin, après voilà, il y a les critères classiques, les palpitations, les douleurs à l'estomac, et ce qui ressortait quand même à 65%, c'était aussi les périodes d'irritabilité qui n'a jamais pris, qui n'est pas rentré en faisant exploser la cocotte minute vers ses proches. Du stress accumulé pendant la journée, je pense que ça parle aussi à beaucoup d'entre vous. Ensuite, j'avais posé la question est-ce que vous aviez déjà ressenti un sentiment d'épuisement au cours de votre activité professionnelle. Au niveau de l'enquête, on avait 87,5% de l'enquête de terrain et 83% au niveau des questionnaires, ce qui était quand même flagrant et parlant. Donc ça, c'était au niveau de l'analyse. Et puis ensuite, je me suis penchée sur les ressources. Donc les ressources, c'est les ressources qui sont citées ici, c'est les ressources de la qualité de vie au travail qui sont citées dans toutes les littératures, qu'on connaît, je pense, tous très bien. On en a tous en tout cas entendu parler, mais on a beaucoup de mal à les mettre en œuvre, surtout en période de stress extrême. L'alimentation équilibrée et avoir un temps de repas préservé, je pense que tout le monde sait qu'on ne mange pas aussi équilibré. Avoir une activité sportive, c'est sûr que c'est salvateur, mais on ne prend pas forcément le temps de le faire et des fois la reprise est un petit peu dure. Avoir un sommeil régulier, on est tous d'accord, simplement quand on a accumulé une quantité de choses à faire, des tâches multiples et une charge mentale importante, on a du mal à s'en libérer et avoir un sommeil réparateur pour repartir le lendemain. Donc on doit être attentif à sa respiration, les tensions musculaires, donc les activités créatives quand on les fait sereinement c'est bien, quand on y arrive, la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, on est tous d'accord, c'est super intéressant, il faut essayer de le pratiquer, mais voilà, concrètement dans la journée on prend quand même peu de temps pour le faire. Entretenir des relations sociales, on est tous d'accord, sans alcool évidemment, hein. Et pratiquer l'humour, ça c'est un truc, pour moi c'est plutôt mon credo salvateur. Dans les ressources, les trois principales ressources, hors celles décrites dans la QVT, sur lesquelles je m'appuie encore énormément aujourd'hui dans mon activité professionnelle. D'abord, c'est l'identification des facteurs de stress. Plus on comprend et plus on ose dire, là il y a quelque chose qui ne va pas...
il faut que je fasse quelque chose et c'est déjà en tout cas un énorme pas de fait. J'ai eu la chance de faire une formation sur l'appréciative inquiry et c'est des questionnements en fait qui vous poussent à aller jusqu'au bout, comprendre vraiment le besoin caché, en tout cas le besoin réel par des questions. Donc c'est de se dire, la dernière fois que j'ai eu plaisir à travailler ou la dernière fois que j'ai fini une journée plutôt soulagée, qu'est-ce que j'avais mis en œuvre, qu'est-ce que j'ai réussi à faire et essayer de le reproduire. Donc c'est des petites questions comme ça et à force de pousser le questionnement, on en arrive à se dire, oui, en fait ça c'est une source pour moi. En tout cas, j'ai identifié, plutôt que d'identifier le négatif, j'ai identifié ce qui avait été positif en tout cas et ce qui m'a aidé à gérer cette journée. Le facteur primordial pour moi, c'est son organisation pour se sauver des journées compliquées. D'abord, c'est faire des pauses. Avec des moments de concentration qui sont plus intenses. Donc j'ai écrit la méthode Pomodoro qui est une façon de structurer son temps. En fait, vous pourrez regarder, c'est une méthode où vous avez 20 minutes de concentration. Ça veut dire aussi fermer sa porte, dire qu'on n'est pas disponible à ce moment-là. Et puis après, faire des pauses. Mais par contre, toutes ces 20 minutes... ça peut être rien du tout. Moi, par exemple, mon plaisir, c'est d'aller voir les patients. Donc, je sors, je vais voir un patient, je reviens quand c'est possible et je me remets à fond dans mon travail pour pouvoir avancer. Dans l'organisation aussi, c'est se préserver du zapping. Donc, le fait d'être dérangé. Et ça, pour moi, c'est primordial de ne pas être à disposition, d'être disponible, mais pas à disposition, et donc de s'organiser, de faire comprendre aux gens que quand la porte est fermée, en fait, c'est qu'on ne peut pas du tout, soit c'est parce qu'on est en entretien et qu'on ne peut pas être dérangé, soit c'est qu'on a besoin vraiment de se concentrer et de pouvoir avancer sur certains sujets pour être plus disponible après, et c'est un droit qu'il faut s'octroyer, et surtout une communication à avoir pour que les gens le respectent. Le droit à la déconnexion aussi, c'est dire là à partir de cette heure là je suis chez moi, donc en fait je ne serai pas efficace dans la gestion de l'absentéisme. Si moi je regarde mes mails pour voir qu'il y a un problème, je vais être en stress parce que j'ai pas les moyens forcément de le traiter à ce moment là. Et donc c'est passer le relais au cadre de garde, passer le relais au cadre de nuit, en tout cas de dire j'ai vraiment droit à cette déconnexion. Et il y a aussi en tout cas l'organisation, le droit au télétravail maintenant, qui nous permet aussi d'avoir des journées où on est en concentration totale et de gérer son temps pour pouvoir avancer sur des tâches administratives qui nous prennent du temps et sur lesquelles on a vraiment besoin d'être concentré. Sur les techniques d'organisation, je vous ai mis aussi la méthode Getting Things Down. En fait, c'est une structuration de son temps, des priorités que vous connaissez aussi par la matrice d'Eisenhower qu'on apprend. Et c'est vraiment gérer, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelle est ma priorité du moment, quelle est ma priorité de la matinée, quelle est ma priorité sur cette heure-là. Et classer comme ça, et attention aux to-do list à rallonge aussi qui ne sont pas efficaces, et pouvoir découper tout ça. Donc le rétro-planning, le séquençage et tout ça, c'est hyper important. Il y a des formations aussi qui existent, elles sont courtes mais elles sont hyper efficaces aussi sur l'apprentissage de la gestion des mails. Classer ses mails, en fait, c'est pour ne pas se laisser déborder et stresser par l'accumulation de tout ce qu'on nous donne à faire. Et puis, mon troisième credo, c'est l'assertivité. C'est se donner, c'est avoir le droit de dire non, sans affect. Dire c'est pas contre vous, mais objectivement là je peux pas, c'était pour avant-hier, tu me le donnes aujourd'hui, concrètement je ne peux pas, c'est pas contre toi, je t'explique pourquoi, et je t'explique pourquoi je le reporte peut-être à demain, peut-être à après-demain, mais parce que je ferai un travail de meilleure qualité plutôt que précipitamment. Et c'est avoir le droit d'affirmer ses propres limites. Voilà. Donc ça, c'était les ressources principales, ces 3 ressources-là que j'ai extrait de tout ce travail.
et que je mets en œuvre encore aujourd'hui. Pour résumer, les sources de stress qui sont identifiées ici en 3 couleurs. Donc c'était la gestion de l'absentéisme. Les solutions, c'est de se dire à un moment je ne peux plus tout gérer. Donc il y a un moment où je passe le relais. Donc le droit à la déconnexion. Les sources de stress, donc de productivité financière, etc. C'est avoir des formations pour ça, pour comprendre en fait ce qu'on attend de moi, comment je peux gérer les heures supplémentaires, quelles relations je peux avoir avec les structures d'aval pour diminuer le temps d'hospitalisation. Ensuite, il y a toute une partie donc, de problèmes de communication, d'information. C'est vraiment, oui, on est zappé. Quelquefois, on n'a pas l'info au bon moment, ou en tout cas, c'est pas constructif. Mais c'est de se dire de ne pas le prendre pour soi. Et puis, avoir une adaptabilité permanente des informations qui sont passées à côté et sans nous, ne pas avoir le droit aussi de dire ça m'a vexé, c'était pas constructif, j'étais pas au courant et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Les temps de réunion, alors ça c'est hyper important parce qu'on a de plus en plus de réunions et c'est d'être sûr qu'il y a un ordre du jour à cette réunion, une durée qui est définie et savoir si vraiment ma présence a une plus-value. Parce que sinon, si je dois juste être présente pour être présente et ne froisser personne, en fait, c'est une présence visuelle, mais je fais autre chose. Soit je me fais des cartes mentales sur justement l'organisation des journées futures ou des tâches à venir, soit j'amène mon ordi et je traite des choses en même temps en écoutant d'une oreille. Mais si ma présence en tout cas n'est que visuelle, c'est aussi se préserver de ces temps-là et les rendre constructifs pour nous. La solitude, c'est propre à chacun, c'est votre vision personnelle, c'est est-ce que vous avez besoin de vous isoler, est-ce que vous avez envie de partager avec vos collègues cadres, est-ce que vous n'êtes pas noyé dans un panier de crabes où chacun a besoin de montrer sa valeur à la hiérarchie et est-ce que vous pouvez vous confier librement. Donc ça, c'est à votre... c'est vous qui voyez où vous en êtes à ce moment-là. Les délais de gestion raccourcis, c'est les 3 credos d'avant, donc c'est la priorisation, l'assertivité, savoir dire non, là c'est pas possible, et le rétro-planning. Le temps de travail, c'est votre organisation personnelle, c'est est-ce que vous voulez prendre des pauses dans votre journée, auquel cas, parce que vous en avez besoin, auquel cas vous finissez beaucoup plus tard, mais vous êtes octroyé ce temps-là parce que vous en aviez besoin à ce moment-là. Ou est-ce que vous préférez ne pas avoir de pause et rentrer plus tôt le soir et considérer que une fois que vous arrivez à rentrer à 17h, votre pause vous la prenez à ce moment-là et vous êtes pleinement avec votre famille et vous gérez votre vie personnelle comme ça. Toujours donc l'assertivité, que ce soit pour la multiplicité des tâches, les multiples sollicitations. Les interruptions de tâches, c'est vraiment les 2 possibilités, c'est fermer sa porte quand on a besoin d'être concentré et faire comprendre par la communication que ça doit être respecté. Et puis le télétravail qui est maintenant possible. Et puis les temps administratifs, on les aura de plus en plus. Donc c'est s'organiser, déléguer autant que possible, si c'est possible, anticiper, prioriser, en tout cas s'organiser avec des méthodes qui sont proposées. Donc c'est d'abord identifier la cause du problème, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, et puis l'organisation pour que ça ne soit pas toujours, en tout cas les événements qui décident à votre place. En tout cas, valorisez ce qui est fait, parce que si vous arrivez à faire des to-do list qui soient raisonnables, c'est valoriser ce qui est fait. Alors des fois, c'est un peu à l'américaine. J'ai fait un super boulot, je suis hyper contente de moi, j'ai réussi à cocher ma liste. Ou croiser un agent qui vous dit « Ah aujourd'hui j'ai eu un planning, cette semaine c'est cool, j'ai travaillé 2 jours et tout. » Dire « Voyez, je suis une super cadre, on arrive à faire des trucs qui vous rendent la vie un peu plus agréable, au moins cette semaine-là. » Et valoriser tout ce que vous avez fait à l'américaine, même si des fois ça peut être très lourd, mais en tout cas, fantastic, good job, c'est cool. Et voilà. Et puis, moi je vous demandais un peu par quelle petite action vous alliez commencer. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention et je passe le relais. J'espère que c'était un super webinaire auquel vous assistez. Voilà. Et effectivement, on vous invite, vous avez l'espace réponse pour essayer de répondre effectivement à la question de Sophie Arial. Sur vous, alors, quelle est un peu votre solution? On reprendra ça un peu sur le fil de la discussion. On a déjà quelques questions qui viennent, mais c'est vrai que, en vous écoutant, Sophie,
Je crois que vous êtes 4 kinés également, hein, de formation. Et si effectivement on s'aperçoit que dans notre domaine c'est une chance, hein, de pouvoir faire évoluer les professionnels de santé, et que ce soit les infirmières, que ce soit les kinés, que ce soit les techniciens de laboratoire vers le métier de cadre de santé, il n'en reste pas moins que ce sont des métiers d'écoute et de relation avec les personnes. Et lorsqu'on devient faisant fonction, ce qui est souvent le cas, hein, dans nos systèmes de santé, avant de pouvoir accéder à la formation qui permet de prendre du recul, eh bien, on s'aperçoit, en vous écoutant en tout cas, qu'on est confronté à un autre système de valeurs, où on doit apprendre rapidement des nouveaux process, rapidement apprendre ce qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le côté humain qui est important, mais le côté organisationnel, économique, de ce que j'ai entendu. Alors justement, ça fait le lien avec l'intervention de Laurent Tertrais qui va nous parler effectivement du risque psychosociaux, et on voit bien que c'est vraiment entre l'individu et l'organisation de travail. À vous, Laurent. Oui, bonjour. D'abord, un point technique. Je me vois tout seul devant la caméra. Est-ce que c'est bon pour moi, ma position et le son? C'est très bien. Impeccable. Ok. Je voulais d'abord remercier vraiment beaucoup l'exposé de Sonia qui est très, très intéressant. Parce que nous, ici, alors, j'ai envie de faire un point de vue plus militant et plus politique, puisque les questions qui ont été soulevées par Sonia, les constats, sont pour nous, ici à la CFDT et à la CFDT cadre, et bien évidemment, on verra avec Sylvie, avec la Fédération Santé Sociaux, qu'on est sur un vrai problème d'organisation de l'activité des cadres qui ont exprimé la souffrance à travers leur corps. Hein, le corps ne ment pas. Si j'ai envie de passer un message pour continuer ce fil, derrière à la fois cette souffrance exprimée, cette fatigue et ces soins très pratiques quotidiens qui ont été proposés. D'abord, moi je suis ici au niveau interprofessionnel national, et il y a quelque chose d'extrêmement important à vous dire, vous, cadres de santé, c'est que ce que vous vivez là, ce que vous décrivez, ce qui ont été décrits par Sonia, et on le voit absolument partout, dans différents secteurs, dans différents niveaux hiérarchiques, de différents niveaux d'encadrement, et c'est pour cela que nous avons un problème qu'il faut politiser pour trouver des réponses organisationnelles. Si j'avais une seule chose à dire, je ne sais pas si mon premier slide est affiché tout en... parce que je ne vois pas mes slides, mais ce n'est pas très grave. Mais si j'avais une seule chose à dire, que vous reteniez de mon intervention cet après-midi, c'est que ce qui nous arrive, ce qui vous arrive, ce qui arrive aux personnes interrogées par Sonia, c'est que vous n'en êtes pas responsable. D'accord ? Quand on entend que le stress, c'est bien, non, le bon stress, ça n'existe pas. Hein. Le stress chronique au travail qui derrière engendre des troubles psychosomatiques, le bon stress, ça n'existe pas. Le problème vient d'abord de l'organisation, du contexte dans lequel vous travaillez. Hein. Ça a été dit, je n'ai pas été accompagné par ma prise de poste, je vis des valeurs différentes, je ne me sens pas bien dans le management qui m'est proposé. Vous êtes, vous êtes tous plus ou moins empêchés de travailler bien. Comme dit Yves Clos, on est tous parfois, on peut être empêché de bien faire son travail, et c'est cela qui nous fait réagir, souvent nos propres ressources, plus ou moins bien. C'est cela, merci de passer la slide 2, fatigue et douleurs articulaires que vous décrivez. Ce sont des signes, alors à la fois des troubles musculo-squelettiques, hein, les TMS, ça touche toutes les professions, cadre ou non, ça touche tous les métiers, et c'est la cause numéro 1, de très loin, des maladies professionnelles. Donc, mais aussi vous avez décrit des plaintes ou simplement du ressenti de fatigue. Je fais une parenthèse pour ceux qui sont ergonomes ou qui écoutent l'activité, le ressenti de quelqu'un qui dit « je ne vais pas bien, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça ne va pas », ce ressenti, il est légitime. Ce n'est pas parce que c'est subjectif que ça doit être masqué.
Et puis, ces plaintes, ces signes peuvent aller jusqu'à l'arrêt de travail. C'est le corps qui dit non, le corps qui dit non à la tête, si je peux dire. Hein. C'est pas mon métier d'être, je suis pas du tout dans le paramédical ou dans le médical comme vous, mais des situations d'arrêt prescrits par un médecin à l'extérieur de l'entreprise sont toute la difficulté. Ce sera de réfléchir au lien entre cet arrêt imposé. Au fond, c'est la vie réelle qui vous rattrape. Quels sont les liens avec l'activité de travail et toutes les défaillances managériales et les manques d'appui. Voilà. On passe à la slide 2. Alors, ces questions-là ne sont évidemment pas nouvelles. Hein, ce qu'on se dit là cet après-midi, c'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est que ça touche tous les niveaux de l'entreprise, de l'organisation, de l'hôpital. Je ne vois pas bien à quel... et si ça touche les encadrants, ceux qui sont chargés précisément de faire travailler dans de bonnes conditions les autres, c'est ça qui est nouveau, c'est que quand les encadrants vont mal, derrière, on risque d'avoir l'ensemble des équipes soignants ou administratives qui ne vont pas bien. Et puis aujourd'hui, on connaît mieux qu'il y a une trentaine d'années les liens psychosomatiques, hein, en quoi le corps parle, en quoi le stress fait travailler, amène à des troubles, à des TMS, à des troubles articulaires, etc. Donc évidemment, le stress et ces questions-là ne sont pas nouvelles, mais d'abord, c'est aujourd'hui inscrit profondément à l'agenda social. Deuxièmement, ça touche toutes les professions et tout le niveau hiérarchique. Et troisièmement, on fait bien le lien aujourd'hui entre charge physique et charge mentale. On ne sépare pas la tête et le corps. On engage tous dans notre quotidien de travail à la fois nos bras et notre réflexion. D'accord ? Le travail est plus ou moins abstrait, mais il est à la fois manuel et intellectuel. Alors, je continue, si c'est bon pour vous, mais vous me ferez signe parce que je parle un peu à l'aveugle, mais c'est bien comme ça aussi. Du coup, tout à fait, merci. Ce qui est décrit tout à l'heure, ce qui a été décrit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est deux cadres de santé qui sont tombés dans des situations psychosociales, d'accord ? C'est pas seulement une douleur articulaire ou un coup de barre, hein. C'est quelque chose qui, le psychosocial, c'est quelque chose d'assez insaisissable, où tout se joue, où le mal-être, plus ou moins profond, se joue à la frontière de l'individu, puisqu'on c'est soi-même, c'est la personne qui est touchée dans son corps, et de ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire l'organisation du travail. Et après ça, on ne sait pas jusqu'où elle en est responsable, parce qu'on n'est pas tout à fait victime, on en est acteur. Mais tout le jeu, tout le jeu militant, tout le jeu, ce sera d'essayer évidemment de prendre soin de soi. Hein. Les techniques qui ont été décrites sont extrêmement importantes. Vous avez parlé d'hygiène de soi, bien sûr, mais moi j'ai une question à poser aux auditeurs et puis à vous. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que votre N+1 va vous donner le temps de prendre des RTT, de vous déconnecter, de pouvoir mieux gérer votre temps pour prendre soin de vous, etc. Voilà. Est-ce que le soin individuel est compatible si on n'a pas dans une organisation qui resterait frénétique. Je dis ça parce que on peut passer la slide 5. Je dis ça parce que les entreprises, les organisations, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, ont cette tentation plus ou moins volontaire de poser la responsabilité de ces troubles, de ces troubles physiques et psychiques, de les faire peser sur la responsabilité individuelle. Hein. Donc prenez soin de vous, si ça ne va pas. Faites du sport parce qu'on sent que vous êtes fatigué. Bon, voilà,
cette tentation de l'individualisation, cela permet de déplacer la question de l'organisation. Et même parfois, ça peut aller assez loin avec de la manipulation. Ce discours que personnellement, je ne supporte pas, qui est celui du bonheur au travail, qui dirait que, bien évidemment, que le travail rend heureux et peut rendre heureux. C'est pas ça le sujet. C'est le discours qui consiste à dire que on est censé, pour bien travailler, être profondément heureux au travail et qu'il faut aller chercher le bonheur en soi et non pas dans des conditions d'exercice de ses responsabilités. Il y a cette tentation de rendre toujours plus autonomes les travailleurs, les salariés, et bien plus les cadres que d'autres, d'aller chercher des ressources individuelles soi-même pour pallier à des situations pathogènes. Et en slide numéro 6, cette tentation, d'où elle vient, c'est parce qu'il y a un jeu assez trouble, assez compliqué. On a tous besoin d'autonomie. On recherche tous un peu d'indépendance. On veut tous des marges de manœuvre. Mais la réponse n'est pas de nous rendre indépendants. Il y a une différence entre l'indépendance et l'autonomie. Être autonome, ça veut dire pouvoir faire un peu à sa façon comme on l'entend, mais cette autonomie, elle est permise par d'autres. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Je ne fais pas ce que je veux au travail. Je ne sais pas si vous sentez cette différence. Ce sont les autres, parce qu'ils me donnent des appuis, qui me permettent de bien faire mon travail en autonomie. C'est parce que autour de moi, j'ai des fonctions support. C'est parce que je peux compter sur d'autres. C'est parce que aussi d'autres peuvent compter sur moi. Hein, c'est la coopération, l'autonomie et la coopération, ça va de pair. Voilà. Donc vraiment faire attention à cette tentation d'en rester aux soins individuels qui éludent les vraies questions. Hein. On a tous entendu un matin son manager dire « Dis donc, ce soir, aujourd'hui, tu n'as pas bonne mine. Hein. » Ou bien, si tu es fatigué, c'est parce que tu ne sais pas t'organiser. Ou bien, pire, un lien avec des questions personnelles. Tu as raté ta réunion et tes objectifs, peut-être que c'est parce que tu as des soucis personnels. Vous voyez, ce genre de remarque qui est au passage absolument illégale. Ce n'est pas à l'employeur de chercher des causes individuelles s'il y a quelque chose qui ne va pas au travail. D'accord ? Il doit absolument mettre en place l'ensemble des conditions pour bien faire son travail. Quand tout à l'heure, j'entendais, j'ai trop d'obstacles, j'ai trop de pression financière, et ça à l'hôpital, vous connaissez mieux que moi, j'ai moins de moyens, je lis mes notes en ce moment, j'ai moins de moyens, je dois faire de plus en plus de choses en moins de temps, ça a un nom, ça s'appelle de l'injonction paradoxale, hein, contradictoire. On vous demande de faire plus avec moins. Et ça, on le sait tous, c'est une source de stress. Le stress, c'est quand on perçoit que ce que l'on vous demande n'est pas en adéquation avec ce que vous ressentez comme ressource pour le faire. Et quand le stress s'accumule de jour en jour, de semaine en semaine, il est chronique et assez vite, suivant d'un individu à l'autre, cela devient pathologique, pathogène. Voilà. Alors, si on quitte cette individualisation des risques psychosociaux, les militants savent bien, les militants qui sont engagés, il y en a peut-être derrière cet écran, qui sont engagés sur les questions de santé au travail, qui sont élus en CSE, savent bien que c'est extrêmement difficile de passer de ces questions personnelles à un questionnement organisationnel. Hein. Ce n'est pas comme dans un accident du travail où on cherche à remonter l'arbre des causes, comme on dit, pour voir pourquoi est-ce qu'il y a eu accident et ce pourquoi chaque cause a des causes et on remonte
une question structurelle. Dans un cadre d'une personne stressée ou qui ne va pas bien ou qui est arrêtée, c'est très difficile de relier ce mal-être, cette fatigue ou ce burn-out à des questions d'organisation. Et pourtant, on a tous envie et besoin, on sait bien, tous les acteurs de prévention le savent, qu'il faut travailler le plus en amont possible dans la prévention primaire. Et ce n'est pas avec des personnes comme vous qui êtes dans le soin à l'autre qui vont dire le contraire. Je pense que vous êtes entièrement attentive à ces questions-là. Je passe au slide numéro 9. On a un outil, une méthode qui a une dizaine d'années aujourd'hui. Quand je dis on, c'est nous, acteurs et préventeurs, qui s'appelle la grille Golac. Alors, il y a des gens qui connaissent très bien cette grille, d'autres qui la connaissent moins, mais c'est un très bel outil. Je dis pas ça parce que depuis cette grille a été établie je crois que c'est en 2011, donc il y a une douzaine d'années. Et parmi l'ensemble des acteurs santé, sécurité et du préventeur à l'ergonome jusqu'au médecin du travail, cette grille fait consensus. Et elle a été parfaitement éprouvée sur l'ensemble des champs professionnels. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est issu d'un collège d'expertise très intéressant paru en 2011, d'un rapport public. Qu'est-ce qu'elle dit cette grille? Elle recense les facteurs d'organisation qui risquent de toucher l'individu. Donc, c'est exactement ce que nous cherchons. Alors, vous l'avez devant vous avec différents types assez rapidement. Hein, c'est résumé et il faut se former à cette analyse. Ce sont alors, Laurent, des signes. Juste pour qu'on te voit, est-ce que tu peux juste te décaler encore un peu à droite parce que tu vas bientôt être Si caché par les. Comme ça, voilà, très bien. On te voit mieux là. Parfait. Oui. Merci. Ben, je vous en prie. On est tous en train de. On est tous en train de travailler en mode hybride et c'est très agréable. Mais en même temps, c'est bien parce que vous êtes à Annecy et moi, je suis à Paris et on peut continuer à travailler ensemble parce que j'anime en ce moment une formation sur la charge de travail. On pourra faire la promotion parce que c'est un des services à l'adhérent, CFDT, 3 jours de formation pour travailler sur la charge de travail. Donc, je reviens à la grille Golac. Quand vous avez un boulot trop intensif ou pas assez de temps pour le faire, hein, tout à l'heure, on parlait de valeurs incompatibles, de valeurs différentes. C'est des exigences émotionnelles qui peuvent être très fatigantes. Hein. Vous savez bien, vous, les cadres de santé, et vous êtes au contact de patients, de familles de patients. Ça vous demande une posture extrêmement exigeante pour votre quotidien de travail. Voilà. Quand vous avez, il y a différents types de mise en insécurité. Hein, si votre poste n'est plus garanti, si ça vous crée du stress, etc., etc. Si vous avez des relations profondément dégradées avec vos collègues, ça peut vous mettre en situation de stress. Alors, ça paraît évident quand on dit ça, mais il faut pouvoir déployer ces questions-là dans un collectif militant, dans un collectif syndical, dans un collectif de travail entre cadres de santé, ou bien même au sein d'un CSE. Voilà. Je fais une parenthèse pour vous dire que ce qui peut être facteur de troubles psychosociaux ne sont pas en soi des problèmes, d'accord? On a tous des capacités différentes en fonction de ce qui vous arrive au travail. Je le dis autrement, il y a des personnes qui ont besoin de pression, il y a des personnes qui vivent bien d'une intensification et des personnes qui ont besoin d'être stimulées par une surcharge de travail, d'accord? Que ce soit clair, une charge de travail n'est pas mauvaise en soi. D'ailleurs, c'est même plutôt positif. Hein, ça veut dire que l'on compte sur vous, si on vous donne du boulot. On a évoqué le burn-out. Si on ne compte pas sur vous, il y a peut-être parfois rien de pire que tout. Je pense là, je fais une autre parenthèse sur les personnes qui sont privées d'emploi ou en situation de sous-emploi. Donc voilà, on parle bien de facteurs d'organisation du travail qu'ils peuvent placer
les salariés, managers encadrants ou non, en situation de stress. Et donc, slide numéro 10, toute notre difficulté derrière ce soin à l'individu, qui est, je le répète, indispensable, d'aller questionner les facteurs d'organisation pour ne pas répéter ce qui arrive à ces cadres qui ont décrit des troubles de sommeil, qui ont décrit des douleurs articulaires, des TMS, etc. Hein, il faut imaginer le pourquoi. Pourquoi ce turnover? Pourquoi ces arrêts? Pourquoi ces plaintes? Pourquoi cette fatigue? Pourquoi ces TMS? Il faut donc, à travers la grille Golac, tout l'enjeu, c'est bien d'identifier les facteurs d'organisation. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas coupables et responsables de ce qui nous arrive. Nous en sommes partie prenante, mais le bon stress n'existe pas. Nous sommes toujours victimes d'organisations défaillantes. Ce qu'il faut soigner en même temps que l'individu, c'est d'abord le travail et son organisation. C'est pas simple, hein, je dis ça, c'est un slogan, mais c'est ce qui fera le lien avec l'intervention suivante, c'est comment est-ce qu'on va se mettre d'accord pour soigner le travail. Est-ce que j'ai encore une petite minute ou est-ce que je passe la parole à la Fédé? Oui, alors on a une minute de conclusion. Donc du coup, on va passer les slides 11 et 12. Et c'est pas grave, ce sont des statistiques qui vous disent une chose, qui vous disent quoi? C'est que ce qui a été relevé dans le secteur hospitalier à Annecy, cela se voit ailleurs et on a un problème qui est interprofessionnel et donc national. Et c'est pour ça qu'à la CFDT cadre, on écoute différents secteurs. Hier, ce que j'ai entendu hier de cadres de l'enseignement dans l'éducation nationale, je l'entends ce matin, là avec vous, de cadres de santé. Et je pourrais démultiplier ces cas. Et Guillaume le sait aussi bien que moi. Ce sont des sujets qui sont récurrents et apportés à plusieurs niveaux. Alors, en slide numéro 13, pour passer la parole à Sonia, et puis ensuite à votre débat, vous avez compris que derrière le soin des personnes, il faut penser une organisation qui permette de travailler. Et on ouvre cela à la CFDT. Je dis à la CFDT parce qu'on est peut-être le syndicat, je dis peut-être pour ne pas dire autre chose, sûrement profondément convaincu que derrière le dialogue social de vos élus, de vos militants, cela se nourrit par du dialogue professionnel et par l'organisation de discussions sur l'activité. Et ça, c'est jamais gagné. Peut-être que dans votre secteur médical, peut-être qu'à l'hôpital, je parle pour les soignants, ça se fait plus naturellement parce que votre travail est différent. Mais en tant que cadre de santé, je ne suis pas sûr. Quels sont les temps, les moments et les lieux où vous mettez en discussion l'organisation de l'activité, où vous la questionnez et est-ce que vous pouvez, après ça, négocier autre chose. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est de mettre en discussion l'activité. Je passe la parole à Sonia. Oui, je vais reprendre la parole d'abord avant de passer à Sonia. Merci Laurent. En tout cas, effectivement, je te remercie d'avoir rebondi sur les propos donc, de Sophie Arial et de son fonctionnement cadre. Il est vrai qu'effectivement, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en tout cas nous, en tant que professionnels de santé, nous sommes profondément attachés à l'humain, aux relations sociales, à la communication. Et une des choses que vous avez pu mettre en avant, Sophie, c'est effectivement la difficulté de communiquer avec votre encadrement, de trouver un espace dans lequel discuter. Tout cela, effectivement, augmente le stress, augmente les difficultés et Laurent a aussi rebondi, effectivement, sur toutes les questions de conditions de santé au travail avec les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et c'est vrai, ça va être l'occasion de l'intervention donc de Sonia Testu, qui est secrétaire fédérale santé sociaux, en charge donc de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, qui va pouvoir apporter l'éclairage donc de la fédération et notamment
peut-être nous dire si des espaces de dialogue pourraient améliorer et dans quelles conditions la qualité de vie au travail pour les agents. Je te remercie Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Alors en préambule, la CFDT Santé Sociaux elle est soucieuse de l'organisation de travail de tous les salariés, y compris les cadres. Un cadre est un salarié comme un autre. On n'est pas, à la CFDT, on n'est pas un syndicat corporatiste. Quand on agit sur une situation de travail pour un professionnel, par ricochet, on agit sur d'autres situations de travail pour d'autres catégories de professionnels et c'est donc bien une vision globale d'un collectif. Donc le constat, voilà, il est là, c'est que les cadres qui sont garants de l'organisation du travail et du temps de travail sont dans une situation qui ne leur permet plus aujourd'hui de remplir pleinement leur rôle. Alors on dit souvent, avec un peu d'ironie, que le cadre est entre le marteau et l'enclume, mais c'est vrai, il est entre les directives des employeurs pour faire des économies, auxquelles bien souvent le cadre n'est pas associé, et les aspirations des travailleurs à vouloir faire du bon travail. Donc cela engendre des risques psychosociaux. Sophie nous l'a très bien évoqué dans son mémoire, charge de travail, charge mentale, le zapping, le travail morcelé, les interruptions de tâches, la gestion de l'immédiateté également, le manque de reconnaissance, les conflits de valeurs qui sont très prégnants dans la profession. Alors Sophie, à travers votre enquête, vous avez posé un diagnostic accablant. Parce que pour parler de conditions de travail, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle d'abord d'un diagnostic, et de signaux. Donc vous avez dit qu'à travers votre enquête, 87% des cadres interrogés ont déjà ressenti un sentiment d'épuisement au travail et 95% estiment être stressés. C'est un métier, on le voit bien, qui peine déjà à être attractif du fait de conditions de travail délétères sur fond de réformes et de maîtrise budgétaire incessante. Et malgré tout, malgré cette souffrance, cet épuisement professionnel, il ressort de votre enquête un réel attachement à faire ce métier. Les cadres sont des professionnels investis, passionnés, mais en manque de reconnaissance. Donc vous mettez d'ailleurs en avant, et j'ai beaucoup aimé votre approche, sur les ressources que les cadres puisent sur le plan personnel, individuellement, sur une certaine hygiène de vie avec des outils qu'ils peuvent avoir pour gérer le stress de la manière dont ils le peuvent, les pauses, la cohérence cardiaque, etc. Toutes ces formes de compensation dans l'urgence et au quotidien pour pallier et réparer les dysfonctionnements et tout ce travail empêché. Donc, écouter les manifestations du corps est essentiel pour ne pas s'épuiser au travail jusqu'à en devenir malade. C'est essentiel, le corps le parle, une fois que le corps a parlé, c'est un petit peu trop tard. Donc ça c'est tout le côté individuel, c'est un petit peu du curatif, en tout cas c'est pas de la prévention primaire et nous ce qu'on va essayer de parler donc là aujourd'hui, dire que le curatif, voilà, il est là, heureusement qu'on a ces outils-là pour gérer le stress, pour rendre le travail soutenable, mais nous allons plus dans la prévention et nous allons évoquer cet aspect du stress et de l'épuisement professionnel sous l'angle du travail. Donc il faut aller plus loin, combattre le problème à la source, et la source se trouve justement dans l'organisation du travail. Dans son intervention, Laurent l'a d'ailleurs bien mis, il a mis des mots sur des mots, MAUX, et mis en exergue que les risques psychosociaux découlent des facteurs de qualité de vie au travail, et nous allons justement définir ce qu'est la QVT, la QVCT, et ce en quoi elle peut permettre de soigner le travail dans une démarche de qualité de vie au travail. Donc voilà, donc on va commencer par la définition de la qualité de vie au travail. Donc on est parti sur un accord fondateur qui est l'accord du 13 juin 2013 dont la CFDT est signateur. Et en gros, ma QVT, c'est quoi? Donc la slide suivante s'il te plaît, Norbert. Donc on définit en fait sa propre qualité de vie au travail. Ce qui fait que je suis bien dans mon travail va dépendre autant des conditions d'emploi et de travail que de la capacité d'expression et d'action sur le contenu de mon travail. Et c'est ces deux éléments-là qui vont déterminer la perception de la qualité de vie au travail.
Donc, quand on parle d'agir sur le contenu du travail, on se pose des questions. Est-ce que mon travail m'autorise des initiatives? Est-ce que mon travail me donne suffisamment d'autonomie? Et donc, on a bien vu que c'était un des défauts, en tout cas, au niveau de l'encadrement. Est-ce que j'ai des interruptions de tâches? Est-ce que je suis associée aux restructurations, aux réorganisations qui concernent mon travail? En bref, est-ce que je suis consultée, quoi? Et donc, si tous ces facteurs-là sont réunis, le salarié, il peut faire du bon boulot. C'est la deuxième définition, une des deuxièmes qu'on aime bien à la Fédération. C'est la qualité de vie au travail, vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation. Donc, on voit bien qu'on est vraiment au cœur du travail. Et ce mot qualité de vie au travail, il a été galvaudé, vidé de sa substance avec l'émergence de salles de repos, même s'il faut des salles de repos et c'est essentiel, l'émergence de séances de sophrologie, de musculation, de sport, etc. Toutes ces initiatives qui font que l'on est plus dans la réparation et moins dans la prévention des risques professionnels. Nous, on pense qu'il faut s'attaquer aux causes pour ne plus que les conditions de travail n'abîment les travailleurs. Du coup, on en est venu à faire un deuxième accord au niveau national, accord national donc interprofessionnel. C'est ce qui nous a fait signer l'ANI 2020. Donc l'ANI, c'est un accord national interprofessionnel qui a été transposé dans la loi de santé du travail du 2 août 2021 pour une prévention en santé renforcée dont vous avez peut-être entendu parler. Et maintenant, on ne parle plus de qualité de vie au travail, mais de qualité de vie et des conditions de travail. Donc il y a ce CT pour conditions de travail qui est très important parce que derrière il y a l'organisationnel, il y a les risques organisationnels et l'organisation sur laquelle on va pouvoir avoir une prise. Et donc avec cette ANI et donc avec cette loi santé au travail, on a les conditions de travail qui s'invitent dans le code du travail, donc il y a un aspect législatif et dans les discussions. Le législateur, il est venu renforcer dans cette loi les obligations légales en matière de prévention primaire, donc éviter les risques, éviter qu'ils se produisent. Et aujourd'hui, nous, syndicalement, nous devons prévenir ces risques organisationnels et les consigner dans ce qu'on appelle un DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Pas seulement dans un document unique, mais bien évidemment dans un plan d'action. Un exemple tout bête. Comment je régule ma charge de travail. Les risques sont consignés dans le DURP service par service, au plus près des salariés et des situations réelles de travail, et l'on va trouver des moyens pour la réguler. Donc avec l'employeur, tout ça se fait de façon paritaire. Donc la santé au travail est désormais liée à l'organisation du travail, au management et à la conduite de changement. En parallèle, à Lyon, la résolution confédérale de Lyon, la CFDT a réaffirmé que pour elle, l'organisation du travail doit être une négociation obligatoire dans le cadre du dialogue social. Et en parallèle, cette loi santé, puisqu'on l'a signée et on a porté fortement ces revendications-là, on a porté la revendication que les négociations annuelles de qualité de vie au travail doivent inclure la santé, la sécurité et la prévention des risques organisationnels. Donc quels sont les facteurs constitutifs de la qualité de vie au travail? C'est une définition de l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Et en fait, c'est la marguerite que Norbert nous projette. L'ANI QVT de 2013, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une définition, que la qualité, c'est un sentiment de bien-être qui soit perçu individuellement et collectivement. On retrouve encore une fois cette notion de perception et qui englobe toute la marguerite. Donc la QVT, c'est bien l'attachement à faire son travail, à faire du bon boulot. Quand on parle de contenu de travail, on parle de la clarté du travail. Est-ce que j'ai un travail qui m'autorise à agir sur une telle et telle tâche? Est-ce que ma charge de travail, elle est correcte, elle est supportable, elle est raisonnable? Est-ce que j'ai du travail morcelé, etc. Est-ce que j'ai les moyens également de réaliser mon travail?
il y a toute cette différence entre le travail prescrit et le travail réel. Bien souvent, on a des procédures, tout est clairement inscrit dans une procédure ce qu'on doit faire, mais la réalité du travail, avec tous les aléas, tout le travail empêché, elle est complètement différente. Donc c'est vraiment cet équilibre et cette balance à trouver entre les contraintes et les ressources. Ensuite, il y a la santé au travail. Non, si tu peux rester sur la marguerite. La santé au travail, voilà, l'origine des risques se retrouve dans l'organisation du travail, les TMS et les RPS. On en a largement parlé. Il y a tout un item également qu'on ne pense pas peut-être forcément à mettre dans la qualité de vie au travail, mais c'est tout ce qui est compétences, parcours professionnel, tous les plans de formation, la gestion de nos compétences via des formations, etc. Il y a également tous les conditions de vie, donc l'égalité professionnelle pour tous, mais plus globalement, on met les conditions de vie, donc la conciliation vie professionnelle, vie perso qui est vraiment importante, l'aménagement des horaires, la pyramide des âges, la prise en compte du handicap, etc. Les relations au travail tout en haut et le climat social. Donc, est-ce qu'il y a un bon dialogue social? Est-ce que j'ai un soutien, une aide de la part de mes collègues? Comment ça se passe au niveau de ma hiérarchie? La capacité de m'exprimer sur mon travail? Les éléments conviviaux, les lieux de pause également sont dans les relations de travail. Et donc on terminera par la petite pétale management participatif engagement, puisqu'il interroge le management donc, de la santé au travail en insistant aussi sur les risques organisationnels pour des conditions de travail qui soient favorables, avec la clarté des rôles, l'organisation du travail, la répartition, tu en as parlé Sophie, la répartition, comment je planifie mon travail, quels horaires j'ai, est-ce que j'adhère à ce projet, est-ce que est-ce que j'y suis actif, et quelles pratiques, quel temps d'échange sur le travail je vais pouvoir venir. Donc on va aborder ça de manière un petit peu plus en profondeur. Donc on le voit bien, la CFDT, pour la CFDT, les questions du travail sont centrales, et on revendique depuis toujours la création d'espaces de travail et de discussion et d'intervention sur le travail, mais également le déploiement d'enquêtes de qualité de vie au travail au plus près des situations réelles pour faire bien évidemment un diagnostic. À ce sujet-là, la fédération va redéployer ses enquêtes de qualité de vie au travail au second semestre de 2023 de manière dématérialisée. Donc en fait, les espaces de discussion, c'est, vous l'aurez compris, pour écouter le travail réel, mais surtout pour associer les salariés, pour qu'ils puissent faire des propositions aux managers, que les managers aussi puissent faire des propositions à son N+1. Cela remet du sens et de l'utilité au travail, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des professionnels. Parce qu'en fait, le salarié français, il ne se plaint pas de trop travailler, mais il se plaint de ne pas faire du bon boulot. Et ça, je pense que c'est essentiel de retenir ça. Et ce sont ceux qui font le travail qui le connaissent le mieux. Et donc, il faut qu'on s'appuie sur les salariés qui sont les meilleurs experts de leur travail. Donc ce dialogue professionnel, il s'articule donc rapidement avec le dialogue social. C'est des espaces qui sont assez cadrés. S'il y a des questions, je pourrais y répondre, parce que ce n'est pas en un quart d'heure qu'on va pouvoir parler des espaces de discussion. Mais en tout cas, il faut que la parole soit libre. Et il faut que la démocratie sociale à l'intérieur de l'entreprise puisse s'exprimer, sinon ça ne marche pas. Il y a des expérimentations, il y a de nombreuses expérimentations qui ont été menées, elles ont permis d'avoir des résultats tangibles dans l'amélioration de la santé au travail. C'est toutes des expérimentations qui ont lieu avec l'ANACT. Si vous pouvez aller sur le site de l'ARACT de votre région, vous aurez pas mal d'initiatives qui ont été mises. Et donc elles ont permis de faire travailler les professionnels dans des conditions de travail décentes. À partir du moment où on les laisse réorganiser leur travail, qu'on leur demande ce qu'ils en pensent, les choses changent. Il y a plusieurs objectifs dans un espace de discussion. On peut mettre un espace de discussion entre pairs, donc entre cadres, vous pouvez mettre un espace de discussion entre vous pour travailler sur l'organisation, sur toutes ces tâches interrompues dont Sophie nous a parlé et qui diminuent ces tâches, qui diminuent en fait tout ce temps passé aux côtés des professionnels et du patient, toutes ces tâches gestionnaires, comptables de reporting, et qui éloignent trop souvent le cadre.
Donc le but après, c'est de faire émerger que la charge de travail doit être raisonnable, et la charge, elle ne se décrète pas, enfin voilà, elle se débat et elle voit comment on peut faire autrement que dans le cadre d'un entretien annuel, parce que c'est de la responsabilité de l'employeur de faire un entretien annuel avec vous pour réguler votre charge de travail. On peut mettre aussi en place, il y a plusieurs objectifs, mais on peut mettre en place des espaces de discussion pour que les salariés puissent trouver un consensus. Donc le manager, il va vraiment être là pour permettre à ce que le collectif émerge, qu'il y ait une cohésion d'équipe, et ça va permettre de mettre en capacité en fait l'encadrement à gérer l'organisation du travail. Ces espaces de discussion, c'est après pour le cadre, c'est comment je prends en compte les compétences de chacun qui sont complémentaires, et comment je rends le collectif performant. Et on sait bien que c'est du donnant-donnant. Un salarié qui est bien dans ses baskets, ça va être un salarié qui va s'investir, quoi. Il y a une expression que j'aime bien, c'est tout bien considéré, alors je contribue. Voilà. Les solutions, les consensus sont à portée de main, oui, mais en fait, encore faut-il que le travail ne soit pas un sujet tabou. Encore faut-il qu'il ne soit pas une chasse gardée des patronats. Alors, au niveau de la CFDT, on dit aux employeurs, écoutez le travail de ceux et celles qui le font, le savoir-faire de ces agents-là, ce qu'ils proposent pour faire du bon boulot. Faites-leur confiance, testez, expérimentez et mettez en application l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel que vous avez vous-même signé. C'est un levier en plus d'attractivité, certain pour les travailleurs, à l'heure même où on peine à recruter, à fidéliser et à attirer le personnel. Dans des initiatives aussi qui marchent, et pour les militants qui seront là dans le cadre de notre Conseil national fédéral, dans notre congrès, au mois de juin, on aura Mathieu Sibé qui va évoquer avec vous le concept de l'hôpital magnétique, l'hôpital qui attire, qui permet d'attirer les professionnels avec de meilleures conditions de travail. Et ce concept repose sur le management réconciliant la qualité de vie et les conditions de travail avec une performance organisationnelle. Il y a certaines initiatives en France, mais c'est plutôt en Amérique que ça s'est démultiplié avec une labellisation. Et enfin, je terminerai là-dessus, avant ma conclusion, sur une ouverture vers l'actualité. On parle des assises du travail en ce moment, vous en avez sûrement entendu parler. C'est le grand sujet autour du sens au travail, autour du rapport au travail. C'est ce qu'on aurait bien aimé d'ailleurs dans la réforme des retraites, qu'on puisse avoir le choix de pouvoir parler du travail avant qu'on nous rallonge 2 ans de plus à faire. Et le rapport Sénart et de Sophie Thierry sur les assises du travail, il met en garde contre les risques psychosociaux. Il plaide pour accompagner les managers et de mettre en place des espaces de discussion. Et il invite à gagner la confiance pour remettre des pratiques managériales renouvelées. Donc on voit bien que l'encadrement va vraiment être au cœur de ce dispositif, et nous, militants, on aura besoin de s'appuyer sur les cadres pour agir collectivement, y compris pour le cadre lui-même. Et la dernière préconisation des assises du travail, c'est d'écouter les travailleurs, et que écouter les travailleurs, ce serait un principe qui pourrait être érigé comme le 10e principe en prévention dans le Code du travail. Voilà, donc ce n'est pas rien. Mais toutes ces pistes de réflexion de ces assises au travail, voilà, il ne faut pas que ce soit juste de belles paroles, et donc du coup, on attend que notre gouvernement puisse transformer ces actions concrètes en actes. Donc en conclusion, écouter le travail, redonner du pouvoir d'agir aux travailleurs, c'est vital pour l'hôpital et pour l'ensemble du secteur de la santé, qui plus est un secteur féminisé où la pénibilité, notamment la pénibilité avec le stress et l'épuisement du travail, est invisible. C'est donner plus de souplesse et d'autonomie dans les organisations et dans les pratiques managériales. Alors oui, aujourd'hui, il est temps de soigner les organisations du travail et de reconsidérer le travail qui est vu trop souvent comme un coût et par le prisme économique de l'emploi.
Merci Sophie et Sonia, c'est moi qui me trompe maintenant, ça y est. Merci Sonia pour ce témoignage et cette information en tout cas de qualité. Alors, j'espère que donc, l'ensemble de ce webinaire sera disponible sur le site CFDT Santé Sociaux plus Facebook. Je vous invite à communiquer et à diffuser. Voilà, vous avez eu quand même des interventions de qualité de la part de nos collègues qui reprennent aussi les textes. Parce que en vous écoutant en tout cas Sonia, ce qu'on entend c'est que tout est là en fait. Le patronat a signé un accord, on a la possibilité de mettre en place des espaces de discussion et pourquoi finalement tout tourne mal? Parce que d'un point de vue électoral, on a un certain nombre d'outils et d'espaces pour pouvoir travailler et améliorer nos conditions de travail. C'est quelque chose effectivement qui doit nous questionner, qui doit questionner aussi l'engagement effectivement de chacun, des cadres, de pouvoir faire remonter, comme a fait Sophie par rapport à son travail de recherche, des problématiques qui doivent émerger et être mis à plat. L'une des difficultés d'ailleurs que certains ont pu faire remonter sur les espaces de discussion, c'est lorsque la parole était communiquée à une hiérarchie alors qu'on pensait être sur l'espace libre. Bien rappeler que dans ce moment de contestation qu'on vit un peu tous, c'est la parole, elle doit être encadrée quand même au travail, elle ne peut pas se laisser des débordements. Et c'est bien toute la difficulté qu'on retrouve, je pense que Laurent, tu pourras réagir là-dessus, mais sur certains cadres qui vont être épuisés parce qu'ils vont exprimer leur mal-être, mais pas forcément dans le bon créneau, et ça va peut-être réagir sur eux, ils vont sentir, ça va renforcer leur mal-être au travail. Laurent, est-ce que tu... C'est bien sûr, c'est tout à fait ce que l'on voit dans les formations et les groupes d'expression, enfin en interne sur le malaise au travail, c'est ce déni, le terme revient souvent, se dire qu'on n'en peut plus, ça ne se fait pas, on n'a pas l'occasion de le dire, on ne sait pas où le dire, on sait bien qu'on a du mal dans nos organisations, quand on est cadre, quel que soit le rôle et les responsabilités, de dire j'en ai pas les moyens, j'ai pas forcément le temps de faire tout ça, j'ai besoin de pouvoir répartir tout ce qu'on me demande, ça je sais pas trop faire, etc., etc. Tout ça est vécu comme un aveu de faiblesse. Qu'on le veuille ou non, on sent bien que quand on prend des responsabilités, on va avoir du mal même sans le vouloir, à en refuser et à négocier des moyens. Et c'est toujours une affaire d'adéquation, comme a dit Sonia, et donc si je ne me trompe pas, d'adéquation entre ce qui est demandé et les ressources qu'on a pour faire ce qui est demandé. J'ai rappelé d'ailleurs que les ressources, vous les avez souvent dans vos établissements. Il suffit d'aller sur le site de votre établissement, dans l'onglet qualité, vie au travail. Vous verrez qu'il y a souvent des accords qui existent qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'a pas le temps d'aller sur le site. Je pense, je suis au site de Lyon, pas le temps d'aller sur le site de Pixel pour regarder tout ce qui est négocié comme accord. Mais il existe des enveloppes budgétaires, des projets de recherche sur le bien-être au travail faits par l'établissement. À nous aussi de nous en saisir et de les mettre en avant pour nos organisations. On a dans les commentaires, les questions qu'on a aussi, on a Cyril qui nous dit effectivement c'est la confiance employé qui ne va pas le plus souvent. Confiance entre l'employeur et l'employé, et ça fait réagir aussi effectivement à toute la question du télétravail, du travail à distance, qui aujourd'hui a été enclenché pour la plupart de nos organisations dans le soin du fait de la crise Covid et qui n'a peut-être pas été assez mis en avant. D'ailleurs, Sophie, vous, votre témoignage par rapport à la question du télétravail et la confiance, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien ou est-ce que ça reste quelque chose quand même qui reste à négocier encore au sein des hôpitaux ? Alors, c'est pas à négocier parce que voilà, c'était un droit, ça se passe plutôt bien avec l'administration pour avoir du télétravail. Par contre, c'est beaucoup décrié par les collègues cadres qui comprennent pas, qui n'envisagent pas le télétravail et qui continuent à fonctionner à la vieille école en disant que c'est inadmissible avec, après je sais pas si c'est de la jalousie d'organisation ou quoi, mais en tout cas c'est beaucoup décrié par les collègues.
En tout cas, ce qu'on peut voir aussi dans certaines structures, c'est effectivement que la confiance par rapport à tout cette mode d'organisation. Est-ce que vous êtes bien au travail? Est-ce que vous faites bien les choses? On voit qu'aussi, on se rend compte face à des organisations, des directions qui nous disent les cadres peuvent télétravailler, mais pas le lundi parce que c'est un retour de week-end, pas le vendredi parce que ça fait un week-end prolongé, pas le mercredi parce que c'est les enfants. Et en fait, voilà, comment faire les choses. On a eu récemment un séminaire qui a été organisé par Eurocad, montant d'autres expériences, notamment en Espagne, où là, dans des grandes entreprises, cette confiance améliore considérablement les conditions de travail, où on permet effectivement aux gens en télétravail de pouvoir s'absenter le temps d'aller chercher leurs enfants, de pouvoir aller les chercher. C'est d'autres aménagements, en considérant qu'un cadre, il a une tâche à faire, il a des missions à remplir, et que tant que les missions sont remplies, on peut travailler dans la confiance. Et on voit vraiment une amélioration des conditions de travail par rapport au cadre. Une autre question toute bête, mais que nous a mis en avant quelqu'un, c'est effectivement, si moi je ferme ma porte et je dis non, je ne réponds pas au message, est-ce que je risque pas de causer encore plus de tort à mon collègue qui suit, parce que lui n'aura pas forcément sa réponse? Un collègue stressé qui veut absolument avoir une réponse insistante, comment je fais pour lui dire bah non, tu attendras, tu différeras, tu attendras ma réponse. Voilà. Alors, la clé, c'est pas de ne pas répondre à ses collègues. C'est juste qu'au niveau de la com, c'est de dire, ben voilà, je ne peux pas répondre là tout de suite parce que de toute façon, enfin, moi j'avais photographié ma porte. Enfin, j'ai quand même été obligée de marquer sur ma porte que quand je suis pas disponible, c'est même pas la peine d'insister en fait. Quand la porte est fermée, c'est que je peux pas être disponible. Et l'équipe l'a compris, les familles le comprennent, tout le monde le respecte, mais généralement c'est la hiérarchie ou les cadres, les collègues cadres qui comprennent pas ça. Et c'est pas dire je vais pas répondre à mon collègue et je vais lui donner une surcharge de travail, c'est juste différer. C'est dire bah là tout de suite, l'assertivité, je ne peux pas. Mais par contre, je le ferai. Et c'est jamais laisser de message en absence, c'est gérer ses mails suivant la priorité. Quelqu'un m'a appelé, je ne réponds pas tout de suite. Enfin, pour moi, c'est une aberration de répondre en disant bah là, je peux pas, je suis pas dispo, mais alors réponds pas. En fait, tu répondras quand tu pourras. Et donc, je rappelle toujours, je laisse jamais les messages et je ne transfère jamais la charge de travail sur quelqu'un d'autre. C'est juste que je structure le temps différemment et la disponibilité différemment pour l'être pleinement. Sonia, par rapport à tout ce qui est effectivement connexion au niveau de la qualité de vie au travail, est-ce que c'est des domaines effectivement qui sont portés par la Fédération Santé Sociaux, de pouvoir travailler à l'amélioration du travail à distance? Oui, déjà d'une manière, pour répondre aussi aux propos de Sophie, la déconnexion au travail, c'est si chacun trouve sa manière de travailler pour avoir une meilleure concentration, pourquoi pas? Et c'est trouver individuellement, encore une fois, la frontière entre l'individuel et le collectif, c'est trouver individuellement comment je vais pouvoir faire mon travail et après pouvoir être disponible pour les autres. Oui, juste sur le télétravail, c'est vrai que le télétravail concerne quand même que 30% des salariés, enfin les travailleurs. Le télétravail, il y a aussi effectivement, déjà il y a un principe de double volontariat. Il y a le volontariat de l'employeur et le principe de volontariat du salarié. Donc si un salarié veut télétravailler, que ses tâches sont télétravaillables, il peut le faire. Et nous, en général, les militants négocient des négociations dans le cadre du télétravail pour regarder et mettre à l'intérieur toutes les clauses pour sécuriser un petit peu le dispositif et non pas avoir des chartes qui sont juste une décision unilatérale de l'employeur pour la mise en application de ça. Mais bien sûr, le droit de la déconnexion, il est essentiel et il faut juste faire attention parce que bien souvent, malgré ce qu'on pense du télétravail, bien souvent, on travaille différemment, mais on travaille des fois aussi plus. Voilà. Laurent, d'ailleurs, je crois que c'est une formation que propose la CFDT Cadre, parce qu'on s'aperçoit effectivement un ensemble de choses qu'on a dit cet après-midi, découle aussi de formations qu'on a pu avoir du fait de notre engagement militant ou d'adhérents, en tout cas, adhérents à la CFDT. Laurent, il y a une formation, je crois, déconnectée avec la charge de travail au niveau de la CFDT Cadre. Oui, tout à fait. Tu pourras envoyer les coordonnées à notre organisme, le CREFAP. C'est un service
à l'adhérent. Et la déconnexion, c'est le très bon sujet de l'après-midi. On est à la fois dans un droit et un devoir individuel. Parce qu'il faut ici, il y a un moment où c'est soi-même qui nous déconnectons, mais encore faut-il en avoir les moyens. Est-ce que la culture de l'hôpital le permet, etc., etc. Le télétravail aussi, hein, c'est une possibilité, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Ça peut être très dégradant le télétravail si c'est mal fait. Alors nous arrivons à la fin de notre webinaire. On va d'abord, avant de conclure, vous présenter aussi les services à l'adhérent cadre de la CFDT. Je pense que c'est important de ce qu'on a dit, hein. Tout à l'heure Sophie l'a dit, Sonia l'a redit et Laurent aussi, sur la question de attention à la parole, comment on la porte, comment on l'exprime. On est quand même dans le monde du travail. Aujourd'hui, les cadres sont sous pression. Il y a des pressions économiques qui sont indéniables. Aujourd'hui, on sait tous que la pression des effectifs, des postes qui sont en diminution, du renouvellement générationnel va vraiment poser des problèmes. Et on a quand même dans tendance, on voit bien médiatique, des prises de parole. Or, la prise de parole doit être encadrée et c'est là-dessus où nous aussi, nous souhaitons vous inviter aussi peut-être demain à nous rejoindre, à adhérer en tout cas par conviction la CFDT parce que c'est important effectivement, en reprenant le vieux slogan qu'on avait à un moment, c'était de sortir couvert. Alors, à la CFDT cadre et à la CFDT, lorsqu'on est cadre, on a plusieurs services qui peuvent être importants. D'abord, une revue trimestrielle cadre, qui pose des questions sur l'encadrement, sur l'organisation. C'est là où on retrouve des témoignages de sociologues, des interviews qui vont pouvoir vous parler aussi, comme on a essayé de vous parler un peu cet après-midi, de votre travail, vous permettre de relativiser, de pouvoir prendre appui aussi sur des textes que vous pourrez revendiquer également dans votre charge de travail. Un abonnement au magazine forcément de la CFDT qui vous parle de façon générale. Ce qui est très intéressant en tout cas, c'est et Laurent l'a dit à un moment, c'est de savoir qu'un cadre de la collectivité locale, je pense aux villes, aux mairies, de l'enseignement comme a dit Laurent, vit aussi des choses très proches de nous. Je pense que ce qui est profond en tout cas chez chacun d'entre nous en tant que cadre et acteur du milieu sanitaire et social, c'est qu'on est au service aussi de l'individu et de la qualité de vie global. Et ça vient être impacté aujourd'hui par des questions financières et voir un peu, pouvoir prendre de la distance et remettre en cause des managements qui ne sont pas forcément simplement dus à la pénurie de personnel. Ça peut être intéressant en tout cas de s'ouvrir à ça. Il y a effectivement une offre spécifique de formation dont a parlé Laurent, le CREFAC, avec des formations qui concernent la charge de travail, sur la distance professionnelle, sur comment faire valoir le bien-être au travail des cadres, un ensemble de formations qu'on va vous inviter. Vous aurez de toute façon, à la suite de ce webinaire, une petite diapo sur laquelle vous pourrez cliquer directement, qui vous donnera un peu les informations sur les différentes formations proposées par le CREFAC, qui est là, que je vous invite d'ailleurs à... Voilà. Ce sont des formations qui sont ouvertes à tous d'ailleurs, pas uniquement à la CFDT, c'est un organisme de formation qui est en lien avec la CFDT mais qui est ouvert à tous et qui est gratuit notamment pour les adhérents. Et ce qui fait du bien d'ailleurs d'aller faire 2-3 jours à l'extérieur aussi de son lieu de travail et dans une organisation et discuter avec d'autres cadres, encore comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément du domaine de la santé. On a effectivement aussi des newsletters, des revues Parlons Cadre, l'accès à différents dossiers d'analyse, d'enquête. Vous avez également l'accès à des séminaires qui vous donneront comme l'Observatoire des cadres, qui parle effectivement de sujets importants de notre fonctionnement. Voilà, définition d'analyse, merci Norbert. Un ensemble aussi de liens, de contacts, de réseaux de mentorat pour des travaux d'études. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site de la CFDT Cadre qui est assez complet et les publications qui sont faites sur les sujets d'actualité. Là actuellement, il y a aussi la semaine des 4 jours qui est portée par la CFDT Cadre en réflexion. Une assurance vie professionnelle et une assistance juridique qui est valable pour toute adhésion syndicale bien évidemment, qui vous permettra effectivement de pouvoir porter aussi votre parole dans les espaces dédiés à cela.
Et puis des rencontres de proximité, voilà, n'hésitez pas en tout cas si ce webinaire vous a donné envie de parler de sujets importants, de pouvoir de nous solliciter, on ne manquera pas de vous répondre, en tout cas les ouvertures. Si vous-même d'ailleurs vous avez envie de porter un travail de recherche que vous avez mené, c'est quelque chose en tout cas qui nous intéresse et n'hésitez pas à nous contacter avec le lien qui sera en lien avec le webinaire. Et puis nous avons aussi des liens notamment avec l'APEC, les prud'hommes, le tribunal administratif aussi pour les agents. Enfin voilà, on est à votre écoute et on reste présent pour soutenir les cadres et continuer la réflexion pour améliorer la condition de travail de l'ensemble des cadres. Aujourd'hui, on a parlé des cadres de santé à travers l'expérience de Sophie, mais je crois que beaucoup d'entre vous, peut-être, en écoutant ce webinaire, vont se retrouver, qu'ils soient cadres militants dans le syndicat ou cadres directeurs ou cadres dans d'autres fonctions publiques. Je crois qu'on se retrouve sur cette question de comment améliorer notre management et diminuer notre stress. Eh bien, je vous dis au revoir. Je vous remercie Sophie, je vous remercie Sonia et je vous remercie Laurent pour cette intervention. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Guillaume. Merci.